Salut à toi, c'est Elias. Si t'es nouveau sur ma chaîne, bienvenue, je suis un jeune ingénieur qui s'intéresse au monde qui l'entoure et son fonctionnement. On va aujourd'hui continuer notre découverte du monde de la bourse, donc si tu ne les as pas vus, je t'invite à commencer par les 2 premiers épisodes. On avait vu pourquoi il faut absolument investir ton argent pour contrer l'inflation, comment l'achat d'une action se passe, ou encore l'intérêt d'investir sur le long terme en se formant pour éviter les erreurs les plus communes. Allez, on est reparti. Allez, après ces 2 premières vidéos, j'ai hâte d'écouter cet épisode. Alors, comment ils fonctionnent ces ETF? Eh bien, c'est un type d'investissement groupé que tu peux acheter sur ton compte titre ou PEA, comme une action. Tu achètes le fonds qui lui-même se diversifie et achète un grand nombre d'actifs d'un secteur. De sorte qu'en achetant ce fonds, tu possèdes un petit pourcentage de tout ce qu'il possède également. C'est une sorte de panier d'actions. Prenons l'exemple d'une chèvre. Une chèvre? Oui, tu m'as bien entendu. Et cette chèvre est comme une action. Si demain tu mets tout ton argent dans cette chèvre et qu'elle tombe malade, ou même meurt, eh bien tu auras perdu tout ton argent. Et tu n'auras plus de lait régulièrement. Notre méthode est donc d'investir dans un troupeau entier. Et si l'une d'entre elles meurt, tu ne seras pas ruiné et tout ira bien. Dans ces 2 cas, tu ne posséderas qu'une petite partie de chacune des chèvres avec d'autres investisseurs. Mais il est clair que tu préférerais avoir le troupeau parce que c'est plus diversifié et que ton argent est réparti sur de nombreuses chèvres différentes. Revenons dans un exemple réel. Toi, en bon français, tu désires investir dans l'ensemble des actions du CAC 40, indice qui regroupe les plus grosses sociétés françaises. Si tu veux, au jour où j'écris cette vidéo, acheter chacune de ces 40 actions, il te faudrait débourser un peu moins de 6 000 €. Mais problème pour toi, tu as 2 000 € à investir à ce jour. Et hors de question d'en mettre de côté. Tu es têtu et tu veux vraiment toutes ces sociétés dans ton portefeuille. Une solution est donc d'acheter des ETF qui tracent l'indice CAC 40. Et tu posséderas en achetant ce panier d'actions une petite part des 40 sociétés. Et la performance de ton ETF, ce sera le cumul de la performance de chacune de ces 40 actions dont il est composé. Mais avant d'y investir, il est important que tu comprennes bien son fonctionnement. D'abord et avant tout, tu ne possèdes pas réellement l'actif à l'intérieur du fonds. Les ETF ou trackers ont pour but de simplement suivre l'évolution du prix du groupe d'actifs qui le compose. Mais laisse-moi t'expliquer pourquoi ça n'a pas vraiment d'importance. Si tu devais investir dans un ETF sur le pétrole, il est probable que tu le fasses parce que tu penses que la valeur du pétrole est susceptible d'augmenter ou de diminuer. Et tu espères donc réaliser un bénéfice. Le fait que tu n'aies pas accès physiquement au pétrole n'a aucune importance parce que les ETF opèrent dans un cadre réglementaire et très strict. Dans notre exemple du CAC 40, allons voir celui d'Amundi, un fonds français qui vend par exemple un ETF à ce jour à environ 104 €. Il a pour rôle de répliquer au plus près l'évolution de l'indice à la hausse comme à la baisse. Comme tu peux le voir, il permet une exposition aux 40 valeurs phares de la place de Paris en une seule transaction. Si on regarde plus en détail, tu peux retrouver la liste des différentes actions qui le composent. Tu auras donc en investissant 104 €, 11,4% dans LVMH, 6,76% dans Total, ou encore 6,27% dans Sanofi, etc. Sans rentrer dans les détails, vu que certaines sociétés ont une capitalisation boursière beaucoup plus importante que d'autres, une pondération est faite pour représenter au mieux ce CAC 40. Et pour fournir un prix unique, l'ETF suivra en temps réel l'évolution du cours des actions de ces sociétés qu'il est chargé de suivre en fonction de leur pondération. Donc il évoluera autant si une action qui représente 10% augmente d'1 € que si une action qui représente 1% évolue de 10 €, en très simplifié. Oui, et c'est l'ensemble de ces calculs qui fait évoluer au fil du temps son prix. Juste sur Amundi, tu as plus de 1800 ETF et ils sont obligés de te mettre le détail de leur composition sur chaque. Et dans cette liste, ils servent tous à suivre des marchés comme on a vu en France. Oui, il en existe plein de types. Commençons par les ETF sectoriels. Donc comme leur nom l'indique, pour investir dans un secteur. Par exemple, la santé. Tu es persuadé au vu du vieillissement de la population et des crises sanitaires que ces entreprises ont de belles années devant elles. Mais tu ne connais pas vraiment les sociétés dominantes dans ce secteur. C'est là que les ETF viennent à ta rescousse. Et tu vas pouvoir acheter un ETF santé qui regroupe les plus grosses sociétés du monde ou d'une zone géographique. Ensuite, tu as les ETF immobiliers, qui sont composés de foncières, comme par exemple Unibail ou Nexity en France. Tu investis en une seule action dans des sociétés qui possèdent des milliers de biens immobiliers autour de toi. Un troisième est sans doute celui que je préfère, les ETF qui suivent des marchés par région ou par pays, voire même le monde entier. C'est le cas de notre exemple que l'on a vu sur le CAC 40 français plus tôt. Eh bien, il est possible de façon passive de se diversifier sur le monde entier en quelques ETF. Mais patience, on va voir quelques exemples de portefeuilles à la fin de la vidéo. Bon, on va pas tous les faire, mais il existe également des ETF sur les obligations, sur les matières premières, sur les devises et même de nos jours sur les crypto-monnaies. Le but est de se diversifier un maximum pour lisser ce risque. Souviens-toi de la chèvre et du troupeau. C'est dingue qu'on puisse aussi facilement et rapidement investir dans tant de choses. J'imagine qu'ils font pas ça gratuitement, non? Oui, tu t'en doutes bien, ces fonds prennent une petite commission annuelle, généralement entre 0,2 et 0,6%. D'ailleurs, j'ai oublié de te présenter un autre point. C'est la façon dont le fonds réplique le rendement des actions qui le composent. L'ETF peut être physique ou synthétique. Dans le cas d'un ETF physique, le fonds détient dans son portefeuille toutes les actions ou les obligations qui font partie de l'indice. Cette réplication physique peut être soit complète, soit optimisée.
Réplication complète, l'ETF détient en portefeuille tous les titres de l'indice, avec exactement la même pondération. Dans le cas d'une réplication optimisée, l'ETF est composé de manière à refléter l'indice de manière représentative. On peut aussi appeler ça le sampling. C'est utilisé pour les très grands indices où une réplication complète serait inefficace et beaucoup trop chère. D'un autre côté, il existe aussi des ETF synthétiques. Ici, le fonds réplique le rendement de l'indice avec des produits dérivés tels que des futurs ou des swaps. Me demande pas ce que c'est, ce n'est vraiment pas le sujet de la vidéo aujourd'hui. On pourrait rapidement voir les avantages et les inconvénients aussi. On va justement ensemble voir de suite les avantages et inconvénients de ces fameux ETF. Oui, tu l'auras compris, il y a de nombreux avantages à investir à travers des ETF. La transparence, car les fonds sont surveillés et tu as constamment accès à l'ensemble des informations. L'accessibilité, car la plupart des ETF sont accessibles à tout type d'investisseurs, faciles à négocier, et ils offrent un moyen efficace d'investir et de s'exposer à plein de marchés financiers. Certains sont même accessibles sur PEA pour optimiser ta fiscalité. La diversification, qui est un facteur essentiel à la gestion du risque, les faibles coûts de gestion en comparaison des fonds traditionnels de gestion active, et enfin, le choix avec des milliers d'ETF en tout genre. En ce qui concerne les inconvénients, j'en vois deux principaux. Du côté des ETF synthétiques avec les produits dérivés. Vu qu'une contrepartie intervient, l'opération n'est pas sans risque, car des produits peuvent toujours rencontrer des difficultés. Et ensuite, la faillite de l'un des émetteurs de ton ETF te ferait également perdre ton argent. Ce deuxième point me permet d'enchaîner sur une nouvelle partie. Alors j'en liste 6 pour être exact. Premier point, diversifier les émetteurs. Comme on vient de le voir dans les inconvénients, il peut être intéressant d'investir chez 2-3 émetteurs d'ETF dans ton portefeuille pour justement rediluer le risque en plus de la diversification. Ça reviendrait à posséder des troupeaux de chèvres dans différentes fermes si tu veux. Et si une ferme fait faillite, il t'en reste 2 autres. Donc double diversification pour diluer encore plus tes risques. Deuxième point, il faut que tu choisisses les secteurs et pays auxquels tu voudras être exposé en fonction du risque que tu veux prendre. Ce choix est des plus importants dans la construction de ton portefeuille. Historiquement, c'est aux US que tu auras les meilleurs rendements. Mais si demain le pays subit une énorme crise, tu auras mis tous tes œufs dans le même panier. Donc essaye selon moi de te diversifier au maximum d'un point de vue géographique, même chose pour les secteurs. Par exemple, la technologie surperforme également le marché. Et même si tu es convaincu que ça ne s'arrêtera pas, il n'est pas bon de tout mettre sur ces valeurs. Ok, donc en gros, j'achète des ETF qui contiennent des actions dans le monde entier et dans différents secteurs. Exactement, même si le simple fait d'acheter un ETF revient déjà à te diversifier, pense à tout ça. Mais je suis réellement obligé d'autant me diversifier? Non, pas du tout. Tu pourras en ajustant la part de chacun dans ton portefeuille jouer sur les risques que tu es prêt à prendre. Le but est de faire un portefeuille qui te ressemble. Personne t'empêche de faire un all-in sur un ETF dans lequel tu crois profondément, mais il est important d'en être conscient. Le troisième point est de choisir sa politique de dividende. Alors il existe deux types d'ETF. Avec les ETF de distribution, le détenteur de l'ETF se voit verser un dividende. Et ensuite les ETF de capitalisation qui ne distribuent pas le dividende mais le réinvestissent et l'intègrent donc dans le cours de ton ETF. Concrètement, ton ETF prend de la valeur avec les dividendes versés chaque année. Perso, j'ai 25 ans donc je privilégie à 100% les ETF capitalisants pour justement profiter des intérêts composés sur la durée. Tu te souviens de l'histoire de l'effet boule de neige dans la partie 2 et ce phénomène de l'argent gagné qui chaque année se met lui-même à te rapporter de l'argent. Donc là, tout dépend de ta propre situation. Tu es peut-être à un âge plus avancé et ton but est de sortir une rente de tes investissements boursiers. Dans ce cas-là, ça peut être intéressant pour toi de partir sur des ETF de distribution. Enfin, il est possible que la société de gestion comme Amundi propose un mixte des deux et se réserve le choix de verser une partie des dividendes. C'est ce qu'on appelle les ETF à capitalisation partielle. Tu verras un petit CD sur le site. Le quatrième point pour sélectionner les ETF est de minimiser les frais. Plus tôt, je t'avais annoncé des frais qui variaient entre 0,2 et 0,6% annuel. Cela peut paraître ridicule comme différence, mais dans notre stratégie d'investissement long terme, je te laisse faire un calcul sur 20 ans de performance avec une différence de 0,5% de rentabilité par an. Tu vas vite te rendre compte que cela représente des dizaines de milliers d'euros. C'est d'ailleurs pour ça que les fonds actifs gérés régulièrement par des personnes qui achètent et revendent des actions pour leurs clients sous-performent le marché. Leurs frais de gestion annuels, comme notre exemple ici à 2,27%, font baisser les rendements de leurs clients. Alors que dans nos ETF qui évitent ces multiplications d'intermédiaires, les frais restent minimes et te permettent de suivre au plus près les résultats du marché sans gaver un fonds. Le point suivant est de sélectionner des ETF avec un encours élevé. Je m'explique. Plus un ETF a de liquidité, plus c'est sécurisant pour toi, investisseur. Ça facilite les achats et les reventes car tu trouveras plus facilement un acheteur en face de toi avec du cash pour justement reprendre ton ETF. Et en chiffres, ça donne à peu près quoi un ETF assez liquide? Il n'existe pas une réponse exacte, mais essaye de prendre des ETF avec plus de 150 voire 200 millions d'encours sur des émetteurs reconnus dans le milieu, type Lyxor, Amundi, Vanguard, etc. Oula, c'est allé un peu vite. Tu pourrais me faire un petit PDF qui résume tout ça, s'il te plaît? Je suis conscient que c'est beaucoup d'informations. Je me permets de faire une petite pause pour te préciser que je te mets à disposition un PDF en description complètement gratuit qui reprendra justement tout ce qu'on a vu aujourd'hui dans cette vidéo. T'inquiète, pas d'histoire de formation ou quoi, juste un format écrit pour que tu regardes ça calmement chez toi. Allez, on reprend notre dernier point. Déterminer son niveau de passivité pour justement constituer le portefeuille qui te correspond le plus. Ou plus simplement le temps que tu veux y passer. Oui, j'ai un peu de mal là, je t'avoue, à me faire une idée. T'aurais des exemples? C'est normal. Regardons de suite pour terminer cette vidéo 3 portefeuilles qui dépendent de leur niveau de passivité. Ça te permettra d'imager un peu plus les diversifications possibles. Le premier est le paresseux sur lequel tu pourras faire environ 5 à 6% par an. Il se compose de 66% de MSCI
World. C'est un ETF qui regroupe les 23 pays développés. 20% d'ETF sur les pays émergents pour investir dans les zones en développement comme l'Asie ou encore l'Amérique du Sud. Ces régions représentent quand même une jolie part du PIB mondial, donc il est indispensable selon moi de s'y placer. Et enfin, 20% d'obligations. C'est un portefeuille tout simple avec 3 lignes réparties dans tout type de secteur et géographie. Il y a également 15% d'obligations car ce sont des actifs plus stables qui compensent justement les moments de baisse de tes actions pour équilibrer un peu ton portefeuille dans les périodes de bear market ou de crise. Le second est l'intéressé, pour aller chercher du 6 à 8% par an. Voici un deuxième portefeuille pour une personne qui souhaite passer un peu plus de temps dans la sélection de ses ETF. Il se compose de 7 lignes, 30% aux US, donc un ETF S&P 500, de 20% côté pays émergents, de 15% sur les sociétés européennes, de 10% sur le Nasdaq, donc les valeurs technologiques américaines. Alors oui, c'est une double exposition sur la tech américaine, déjà présente dans la partie S&P 500, mais ça a pour but d'améliorer nos performances. On reste ensuite aux US avec 10% de small cap US, donc les petites capitalisations américaines trop souvent oubliées par les investisseurs, mais très intéressant. Et enfin, on vient sécuriser avec 10% d'obligations qui sont plus stables mais moins rentables. Pour finir, l'ambitieux, pour aller chercher 8 à 10% par an. On y retrouve 25% d'US, 20% de pays émergents, 15% de Nasdaq, 10% santé UE, 10% consommation UE, 10% food UE, 5% de crypto-monnaie et 5% d'obligations. Petite mise en garde avant de conclure. Il faut être conscient qu'il est important de bien regarder la composition des ETF dans lesquels tu investis. Surtout pour les gros ETF qui font gonfler les prix des marchés. Je ne te parle même pas des entreprises zombies également présentes dans certains ETF. Ces milliers de milliards investis dans les marchés pourraient provoquer une bulle car trop d'entreprises se retrouvent surévaluées à cause des ETF. Il est préférable selon moi de se diriger vers des ETF sectoriels comme dans le portefeuille ambitieux et y ajouter de ton côté des actions à croissance ou à dividendes. Donc voilà, n'hésite pas à me partager en commentaire ton portefeuille, on peut tous apprendre les uns des autres ou encore si tu as des questions. J'espère avoir attiré ton attention jusqu'ici sur les ETF et l'importance de se former avant d'investir pour éviter plein d'erreurs. Si les sujets du minimalisme, des finances personnelles ou encore de la productivité t'intéressent, pense à t'abonner et à laisser un petit commentaire, ça m'aide beaucoup à développer la chaîne. Tu peux également me suivre sur TikTok ou encore sur Instagram. J'y poste les mêmes thèmes mais sous différents formats. N'oublie pas le petit PDF en description gratuit si tu veux lire ça calmement. Dans la prochaine vidéo, on finalisera maintenant que tu as les bases ensemble la création de ton portefeuille en sélectionnant de vrais ETF sur différents portefeuilles. Et comme d'habitude, fais attention à toi, fais attention à tes proches et fais attention à tes finances personnelles. C'était Elias. Ciao!